Bonjour. Donc, après avoir vu donc, la création des graphes, on rappelle tout simplement qu'il existe deux manières de créer un graphe. Donc, la création d'un graphe sous la forme de matrice d'adjacence ou bien la création d'un graphe sous la forme de liste d'adjacence. Donc, nous allons examiner ces deux possibilités. Maintenant, nous allons nous intéresser à une opération classique sur les graphes qui consiste à parcourir un graphe euh, pour afficher en fait, des informations du graphe ou traiter les sommets du graphe. Alors, il existe deux types de parcours pour les graphes. Il y a ce qu'on appelle le parcours en largeur et le parcours en profondeur. Donc, nous allons, pour les parcours, choisir l'implémentation des graphes sous la forme de matrice d'adjacence. On a pu bien sûr aussi réaliser cette opération avec les listes d'adjacence. Donc, nous proposons pour le moment l'implémentation des parcours de graphes avec des matrices d'adjacence. Alors, donc, le projet ici s'appelle Parcours Graph, comme vous le constatez. Alors, ce projet contient énormément de fichiers. Donc, il y a d'abord la classe Graph. Et cette classe Graph va en fait faire appel à deux classes. La classe Fil, qui représente une file d'attente, et la classe Pile pour donc le parcours de graphes. Alors, tout d'abord, nous allons examiner tout d'abord la classe graph.h. Alors, dans la classe graph, vous voyez donc cette classe graph fait appel donc aux classes pile et fil. Nous allons expliquer pourquoi. Et si on regarde donc la structure de notre classe graph, nous constatons en fait que notre graphe est implémenté sous la forme d'une matrice d'adjacence ou dans la zone des attributs. Nous avons n qui représente en fait le nombre de nœuds, g qui est déclaré sous la forme d'un double pointeur sur type entier, qui représente en fait quoi? Une matrice d'adjacence où donc sont inscrits les liens entre les différents nœuds du graphe. Alors, de manière générale, dans la zone publique, nous avons le constructeur de la classe qui porte le même nom que la classe graph. Alors, nous avons une méthode appelée ajouter arc qui permet de définir un arc entre deux sommets x et y. Nous avons une méthode spécifique qui renvoie un petit booléen qui s'appelle existArc qui renvoie la valeur vraie s'il existe un arc entre les nœuds U et V. Dans le cas contraire, cette méthode existArc renvoie la valeur faux. Nous avons effectivement deux autres méthodes. Largeur qui reçoit donc un entier qui représente un numéro de sommet. En effet, le parcours en largeur et le parcours en profondeur se font à partir d'un sommet source qu'on appelle ici le sommet S. Donc il faudrait choisir un sommet à partir duquel le parcours en largeur et le parcours en profondeur s'effectuent. Donc S représente en fait le sommet source à partir duquel le parcours est effectué. Donc nous allons d'abord voir d'abord les fonctionnalités de la classe graph. Notamment, on va examiner le constructeur de la classe graph. On va examiner la méthode ajouter arc. Ensuite, on va examiner la méthode existArc. Puis ensuite, on va spécifiquement parler du parcours en largeur. Et pour terminer, parler du parcours en profondeur. Donc, alors, nous examinons donc le fichier graph.cp qui contient donc la description des méthodes de la classe graph. Alors, comme nous l'avions dit, nous allons d'abord examiner le constructeur. Alors, le constructeur de cette classe demande tout d'abord le nombre de sommets. Une fois que le nombre de sommets a été fixé, on crée donc une matrice d'ordre n. Ouais, une matrice d'ordre n. Donc, on fait une allocation dynamique de n pointeurs, mais puisque je rappelle qu'une matrice est constituée d'un tableau de tableaux, donc il faut allouer chaque tableau dynamiquement. Ensuite, par défaut, donc, on fixe tous les éléments de la matrice à 0, c'est-à-dire que pour le moment, il n'existe encore aucun arc entre les différents sommets. Donc, par défaut, GIJ vaut 0. Donc, on remplit toute la matrice à 0 pour dire qu'il n'y a pas encore de lien, notamment d'arc entre les différents nœuds. Ensuite, justement, vient ensuite la méthode ajouter arc, à laquelle on va faire appel lorsqu'on veut définir un arc entre deux nœuds x et y. Alors, je rappelle que dans l'application, les nœuds sont numérotés à partir de 1. Donc, mais je rappelle que le nœud numéro 1 correspond physiquement au nœud numéro 0 dans un tableau. Et donc, c'est pour ça, pour définir donc, un arc entre deux nœuds x et y, étant donné qu'on a choisi ici un graphe non orienté, donc il faudrait inscrire un deux fois
Notamment, dans la matrice, s'il y a un arrêt entre le nœud X et le nœud Y, donc à la ligne X et à la colonne Y, on définit 1, mais de même, à la ligne Y et à la colonne X, on inscrit aussi 1. Donc il y a une double inscription de la valeur 1, mais puisque le graphe est non orienté. Et on a diminué l'indice, le numéro de nœud de moins 1, mais puisque lorsque l'utilisateur dit nœud 1, ça correspond au nœud 0. Donc le nœud, si le nœud représente le nœud M, ça correspond au nœud N-1. Donc voilà la méthode ajoutaire qui permet de faire la mise à jour de la matrice d'adjacence en fixant la valeur 1 doublement lorsqu'il existe une arête entre un nœud X et un nœud Y. Ensuite, spécifiquement pour les graphes, on a besoin d'une méthode justement dans les parcours appelée ExistArc qui renvoie la valeur vraie si entre un nœud U et un nœud V, il existe un arc, une arête. Une arête, donc un arc. Alors, cette méthode donc examine donc la matrice et si à la ligne U-1 et à la colonne V-1 on a 1, ça voudrait dire qu'il existe un arc entre les nœuds U et V. Dans le cas contraire, cette méthode retrouve la méthode la valeur false. Donc cette méthode, on en a besoin ExistArc pour vérifier dans le parcours est-ce qu'il existe un arc entre un nœud U quelconque et un nœud V quelconque. Voilà spécifiquement pour les méthodes concernant donc quoi le graphe proprement dit. Maintenant, nous allons tout d'abord examiner le parcours en largeur. Alors, en quoi consiste le parcours en largeur? Vous voyez, cette méthode largeur reçoit donc un entier qui représente un numéro de nœuds source. Donc, je rappelle tout simplement que le parcours en largeur nécessite d'abord la définition d'un sommet source, à partir duquel le parcours en largeur va être effectué. Ce sommet source là est appelé S. Mais le parcours en largeur consiste d'abord à faire quoi? On a besoin d'une file d'attente. Alors, c'est pour ça justement la classe graphe va faire appel à la classe file. Et donc, on a besoin de définir une file standard, une file d'attente. Alors, donc, nous allons examiner donc les opérations qu'on a sur une file. On va expliquer pourquoi la file d'attente est nécessaire lorsqu'on effectue un parcours en largeur. Donc, on définit la classe file. Alors, la file est représentée donc sous la forme d'une liste monodirectionnelle, donc une liste simple mentionnée, dans laquelle donc chaque arrondissement de la file est constitué d'un entier qui va représenter en fait un numéro de nœud. Ensuite, il y a un champ suivre qui est un pointeur sur l'enregistrement suivant. Donc, la file finalement est réalisée sous la forme d'une liste. Mais comme on l'avait dit, dans une file, il y a deux points d'accès. La file donc respecte quel type de discipline? La discipline FIFO. Donc, dans une file, le premier élément arrivé est le premier servi. Donc, dans une file, comme on l'a dit, les opérations classiques, il y a deux points d'accès. Deux pointeurs spécifiquement. Un pointeur T appelé tête de file, donc qui contient l'adresse du premier élément de la file d'attente, et un pointeur nommé Q qui représente en fait, qui contient l'adresse du dernier élément de la file. Alors je rappelle que dans une file, les suppressions se font en tête de file, tandis que les ajouts se font en queue de file. Alors, donc on va voir principalement, donc on a défini ici pour cette classe file un constructeur qui permettra de créer une file vide. Ensuite, une méthode ajouter file qui va ajouter donc un élément dans la file. Je rappelle que l'ajout se fait en fin de file. Et la méthode enlever file qui récupère les données du premier de la file pour un service dans une autre application et supprime en fait le premier de la file. Donc en ce moment, si le deuxième de la file existe, il devient premier. Et on a toujours besoin d'une méthode file vide qui permet de tester si une file est vide ou ne l'est pas. Alors, cette file, comme je l'ai dit, pour effectuer le parcours en largeur d'un graphe, on a besoin d'une file d'attente. On va dire pourquoi. Mais pour le moment, examinons donc les méthodes classiques de la file. Alors, nous avons la méthode file.cp dans laquelle on va donc définir le contenu des différentes méthodes définies dans la classe file. Alors, tout d'abord, nous avons le constructeur de la classe file qui initialise les points d'accès de la file à nul, c'est-à-dire donc qui crée donc une file vide. Et je rappelle que les points d'accès sont donc le pointeur T et Q qui sont fixés à nul. Nous avons une méthode ajouter file classiquement qui permet d'ajouter un élément X dans la file. Et donc, classiquement,
cette méthode-là va faire quoi? Tout simplement, on crée donc un enregistrement à partir de l'entier X qui a été reçu. On crée un enregistrement qui doit être inséré dans la file. Si la file est vide, alors l'enregistrement qui vient d'être créé devient donc le premier de la file et en même temps le dernier de la file. Donc, respectivement, on positionne les points de TQ sur l'enregistrement qui vient d'être créé. Dans le cas contraire, si l'élément, au moment où on insère un entier dans la file, que la file existe déjà, dans ce cas, l'enregistrement qui contient, le nouvel enregistrement qui contient l'entier inséré dans la file est placé après le dernier de la file. Donc, pour ce moment, on va utiliser le pointeur Q pour effectuer l'échange. Donc, voilà pour la méthode d'ajouter fil. Vous avez la méthode enlever fil qui, en fait, fait quoi? Récupère le premier de la file, pour un traitement dans une application. Par exemple, dans notre cas, ce sera donc un traitement au niveau de la classe graph. Et donc, on vérifie d'abord que pour enlever une file, il faudrait vérifier que la file est non vide. Si la file est vide, l'opération est impossible. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le premier de la file et on effectue l'échange nécessaire. Et en fait, on a finalement une méthode file vide qui donc renvoie vrai si donc la file est vide. Alors, une file est vide si le pointeur si le pointeur tête de file n'existe pas, il a nul, mais on considère donc que la file est vide. Maintenant, nous allons voir l'utilisation de cette classe file dans la classe graph, notamment avec la méthode de la classe graph, l'ageur qui va effectuer le parcours en l'ageur de notre graphe. Alors, je rappelle en quoi consiste le parcours en l'ageur d'un graphe. On part d'un sommet donné, comme je l'ai dit, on part d'un sommet donné qui est le sommet quoi? On part d'un sommet donné qui est le sommet source que j'ai appelé ici S. C'est dans le sommet source. Alors, on énumère tous les fils de ce sommet. En quoi consiste le parcours en l'ageur? On énumère tous les fils de ce sommet, puis tous les petits-fils encore non énumérés, etc. Donc finalement, c'est une énumération par génération. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part du sommet source. On affiche tous ses successeurs. Ensuite, on affiche les successeurs des successeurs. Donc, finalement, on procède à l'affichage des nœuds du graphe par génération. Sommet source, suivi de ses successeurs, des successeurs de ses successeurs, etc. Et donc, c'est comme ça que le parcours en se fait. Donc, ça se fait par étage, donc par génération. Fils, petit-fils, etc. Alors, maintenant, nous allons concrètement, dans la méthode l'ageur, comment cette méthode l'ageur est implémentée concrètement et comment cette énumération par génération de succès est effectuée. Alors, vous voyez que donc la méthode l'ageur fait appel d'abord à une file F. Alors, il est important dans le parcours de signaler qu'un nœud a été quoi? Visité. Alors, si un nœud a été visité, donc, on met la valeur false. Si un nœud a été visité, on met la valeur true. Si un nœud n'a pas fait l'objet d'une visite, on met la valeur false. Alors, pourquoi on le fait? Tout simplement, c'est pour éviter d'afficher un nœud qui a déjà fait l'objet d'un affichage. Mais puisque dans un graphe, on a des circuits, alors il faut éviter de revenir de réafficher un nœud qui a déjà fait l'objet d'un affichage. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un tableau, ici appelé visite, d'un tableau de Booléen, qui par défaut sera initialisé à combien? En false pour tous les nœuds, pour dire que aucun de ces nœuds n'a fait l'objet d'une visite. Alors, c'est pour ça que l'initialisation du tableau visite se fait ici. Alors, vous constatez que tous les nœuds ont été initialisés à false, ça veut dire que simplement les nœuds n'ont pas été quoi? Visités. Ensuite, comme je l'ai dit, on part d'un sommet source, à partir duquel on effectue le parcours en l'ageur. Alors, le premier nœud qui va être ajouté dans la file d'attente est donc le sommet source. Alors, vous voyez, donc le sommet source est ajouté dans la file, on fait appel à la méthode de ajouter file, qui permet d'ajouter le nœud source dans la file. Ensuite, on met à jour le tableau visite pour dire que ce nœud-là a été visité. Et donc là, on va commencer à afficher les résultats du parcours en l'ageur. Alors, on va organiser une boucle qui est la suivante. Tant que la file n'est pas vide, on va procéder au traitement des différents nœuds. Alors, au démarrage, vous êtes d'accord qu'on avait donc inséré dans la file le sommet source. On récupère, donc, on fait appel à la méthode enlever fil, évidemment, qui, au départ, va enlever un élément de la file. N'oubliez pas que le sommet source a été placé dans la file, donc le premier nœud qui sera récupéré
Donc, et le sommet source, on le récupère via K. Alors, on affiche K. N'oubliez pas qu'on avait déjà mis à jour le tableau visite pour signifier que le sommet source a été visité. Donc, alors, tous les nœuds qui sont dans la file, sont récupérés via K. Alors, chaque fois que l'on récupère un nœud de la file, on l'affiche. Et ensuite, on va aller chercher maintenant, pour le nœud K, c'est tous les successeurs du nœud K. Alors, c'est très simple. Donc, on va balayer la matrice d'adjacence. Donc, pour tous les nœuds de 1 à n. Alors, s'il existe un arc entre le nœud K qui vient d'être dépilé et le nœud J, et que ce nœud J n'a pas été visité, cela en d'autres termes signifie tout simplement quoi? On va aller chercher tous les successeurs du nœud K. Donc, c'est ce qui explique l'existence, la méthode ExistArc, c'est pour aller chercher tous les successeurs du nœud K dans la matrice et qui n'ont pas fait l'objet d'une visite. Parce que si un nœud a déjà été visité, on a déjà été visité, donc ça veut dire que donc, finalement ce nœud n'est pas traité dans l'affichage, qui est déjà affiché. Alors, regardez donc ce qu'on fait. On va chercher tous les successeurs du nœud K qui vient d'être enlevé de la file et qui n'ont pas été visités. Alors, tous les successeurs sont respectivement quoi? Ajoutés dans la file. Donc ça veut dire que le sommet source est remplacé en fait par qui? Ses successeurs directs dans la file. Donc, de telle sorte que maintenant, dans la file, le nœud source est remplacé par ses successeurs. Et donc, là aussi, on met à jour qui les visites de ces successeurs. Donc, on met pour ces successeurs la valeur visite de J à tout. Et donc, ce qui fait que, finalement, si vous constatez le nœud source dans la file, lorsqu'on a dépilé le nœud source, on l'a affiché, il a été remplacé par ces successeurs directs. Et ces successeurs directs vont faire l'objet aussi, vont être quoi? Vont être enlevés de la file et affichés. Donc, ce qui fait que, immédiatement après le nœud source, c'est ces successeurs qui sont affichés directement. Et donc, on répète ce traitement. Donc, ce qui fait que un nœud, une fois qu'il est traité, est remplacé dans la file directement par ses successeurs. Ce qui permet donc d'effectuer un affichage successeur par successeur. Donc, par génération, c'est-à-dire par étage. Et donc, c'est comme ça que donc, le parcours en largeur s'effectue. Voilà donc un peu comment donc fonctionne un peu cet algorithme qui a été développé donc en C++ et donc qui permet d'effectuer un parcours en largeur et de constater que le parcours en largeur nécessite quoi? Une file, mais parce que on place une source dans la file, immédiatement après on passe qui? Successeur. Donc ces successeurs sont traités immédiatement dès que le nœud source a été traité. Ensuite, après avoir traité ces successeurs, on traite les sous-fils successeur par successeur. Donc on traite en fait le graphe génération de successeur par génération de successeur. Voilà ce qu'on appelle le parcours en largeur. Le parcours en largeur, et voilà. Maintenant, nous allons examiner à la suite du parcours en largeur, dont on a expliqué le principe. On va examiner le deuxième type de parcours qui existe donc pour un graphe, qui représente donc le parcours cette fois-ci, pas en largeur, mais le parcours en profondeur. Alors, vous voyez dans la définition de la classe graphe, on a donné donc ici une méthode appelée profondeur qui effectue en fait le parcours en profondeur d'un graphe plutôt, toujours à partir d'un sommet de départ qu'on appelle le sommet source. Alors, pendant que le parcours en largeur utilisait une file d'attente, le parcours en profondeur n'utilise pas une file d'attente, mais une pile. Alors, je rappelle que dans une pile, c'est pour ça justement dans le projet, nous avons la classe pile.h. Pile.h qui contient la description de la classe pile. Alors, examinons rapidement la classe pile. Alors, je rappelle le principe d'une pile. Dans une pile, toutes les opérations se déroulent au niveau d'un élément qu'on appelle le sommet de la pile. C'est-à-dire donc, l'ajout d'éléments dans une pile se fait au sommet. Lorsque l'ajout d'éléments donc dans une pile se fait au sommet, cette opération est appelée empiler. Empiler veut dire donc ajouter des éléments dans la pile. Le fait d'enlever un élément dans la pile s'appelle aussi dépiler. Et quand on dépile un élément, on dépile évidemment l'élément qui se trouve au sommet de la pile. Donc toutes les opérations ont lieu en un endroit
appelé sommet de la pile. C'est ça la caractéristique d'une pile. Alors, la pile est justement réalisée sous la forme d'une liste. Et donc, vous voyez, chaque enregistrement contient donc en fait un champ valeur qui va contenir plus tard un numéro de nœud d'un graphe et un champ suite qui contient un enregistrement. Donc, c'est pour juste donner la structure d'une liste. C'est pour dire que tout simplement notre pile est implémentée sous la forme d'une liste. Alors, dans une pile, il y a un seul point d'accès, contrairement au fil. Dans une file, il y a deux points d'accès, la tête et la queue. Dans une pile, il y a un seul point d'accès qui représente donc le sommet de la pile. Et le sommet ce sommet-là est représenté par un pointeur S qui représente donc le sommet. Alors, pour la pile, évidemment, on a aussi un constructeur. On a besoin de tester si une pile est vide ou ne l'est pas. Donc, cette méthode pile vide, on va voir la valeur vrai ou faux, selon que la pile est vide ou ne l'est pas. On a besoin d'une méthode empilée qui permet d'ajouter un élément dans la pile. On a besoin d'un élément dépilé qui renvoie l'élément qui se trouve au sommet de la pile. Donc, ça, c'est la définition de la classe, pile. Maintenant, on va voir donc comment ces différentes méthodes-là sont implémentées dans le fichier fil.cdp. Alors, voilà donc la définition des méthodes en dehors de la classe. Donc le fichier fil.cdp fait appel. Donc, fil.cdp fait appel donc, au fichier de définition à la classe, au fichier .h, donc au fichier fil.h. Alors, le constructeur de... Non, excusez-moi, c'est pas la fil, mais c'est pile.h. Alors, donc, pile.cdp. Alors, justement, vous constatez que donc, ce fichier pile.cdp va donc définir les méthodes définies dans la classe pile.h. Alors, qu'est-ce que fait le constructeur de la classe pile? Le constructeur de la classe pile initialise le pointeur S à nul. Effectivement, lorsque S vaut nul, notre pile est vide. Donc, finalement, le constructeur crée une pile vide. La méthode pile vide renvoie vrai si la pile est vide ou la valeur faux dans le cas contraire. Donc, finalement, une pile est vide si le pointeur S vaut nul. La méthode empilée, que vous voyez, la méthode empilée donc ajoute un élément dans la pile et donc ça se fait. Donc on a déjà examiné cette opération lorsqu'on a vu les listes. La méthode empilée donc ajoute un élément dans la pile. Donc, ensuite nous avons la méthode dépilée qui récupère l'élément qui est au sommet de la pile. Et donc là il faudra faire attention. Donc si la pile est vide, on ne peut pas dépiler d'une pile vide. Voilà donc concrètement l'implémentation, les principales opérations qui sont définies dans une pile, notamment on le rappelle. Donc l'initialisation d'une pile, la création d'une pile vide, ça se fait au niveau du constructeur de la classe pile. La méthode qui teste si une pile est vide ou n'est pas, la méthode empilée et la méthode dépilée. Empilée qui ajoute dans une pile et dépilée qui récupère l'élément au sommet de la pile. Alors, comme nous l'avions dit, pendant que le parcours enrageur utilise donc une file d'attente, le parcours en profondeur, lui, utilise en fait pas une file, mais une pile. Alors, quel est le principe du parcours en profondeur? Donc, comme on a dit, le parcours en profondeur, évidemment, part d'un sommet donné qu'on appelle en fait le sommet source. Alors, on énumère, donc on choisit le premier fils du sommet source. Étant donné que le sommet source peut avoir plusieurs fils, on choisit le fils qui a le plus petit numéro. Donc, et donc ce fils-là est choisi, ce fils du sommet source qui a le plus petit numéro, parmi les différents fils du sommet source. Et ensuite, on repart de ce fils pour atteindre le premier petit-fils, etc. On part du premier petit-fils, on atteint encore le premier petit-fils, ainsi de suite. Donc, il s'agit donc finalement, pour chaque sommet visité, de choisir un des sommets successeurs du sommet en cours, jusqu'à arriver à une impasse ou un sommet déjà visité. Dans ce cas, on reviendra en arrière, en fait, pour repartir avec un des successeurs qui n'a pas été visité. Donc, finalement, ça veut dire qu'on parcourt, à partir du sommet source, un successeur, on va le plus profondément dans la branche des successeurs, c'est-à-dire des fils aînés, et ensuite on revient en arrière pour donc visiter les nœuds qui n'auraient pas été visités. C'est pour ça, justement, on l'appelle parcours en profondeur. Donc, c'est-à-dire, on ne choisit pas plus en même temps, mais on choisit un seul successeur parmi les successeurs d'une source, qui reprend le fils aîné en fait, celui qui a le plus petit numéro, et
on le traite. On traite aussi le petit-fils de son successeur, notamment le petit-fils aîné, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fils aîné. En ce moment, on revient en arrière pour traiter ensuite le nœud courant, pour aller aussi chercher un autre fils qui serait par exemple le frère du fils aîné. Et donc ce processus est répété jusqu'à ce que tous les nœuds soient visités. Alors là aussi, justement, on utilise un tableau visite, comme c'est le cas dans le parcours enlargeur. Au départ, on indique qu'aucun des nœuds n'a été visité. Ensuite, on empile le nœud source, le nœud à partir duquel le parcours en profondeur va être effectué. Alors, on marque que ce nœud a été visité. Alors, on va afficher donc le résultat du parcours en profondeur. Donc, on affiche d'abord le sommet source, qui sera le premier visité. Ensuite, on répète une boucle qui est la suivante. Tant que la pile n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? On dépile. On dépile. Donc on récupère donc finalement, au démarrage, on récupère la source. On va aller balayer en fait tous ses successeurs. Donc on fait appel à la fameuse méthode ExistArc qui vérifie est-ce qu'il existe un arc entre le nœud dépilé et les autres nœuds du graphe et choisir les nœuds effectivement qui n'ont pas fait l'objet d'une visite. Alors pourquoi cette boucle? La boucle là est ascendante, elle est plutôt descendante, mais parce qu'on va choisir, on empile d'abord les nœuds qui ont le plus grand numéro, de sorte qu'au sommet de la pile, qui on trouve en priorité les fils du nœud source qui ont le plus petit numéro. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ici une boucle décroissante. En fait, pour empiler d'abord les nœuds, les successeurs du nœud source qui ont les plus grands numéros. Donc évidemment, on retrouvera au sommet de la pile, évidemment, le successeur qui a le plus petit numéro. Une fois que ce successeur-là a été vu, qu'est-ce qu'on fait? On l'empile. Et donc, on empile aussi tous les successeurs. Mais vous verrez qu'au sommet de la pile, donc, on a qui? On aura donc finalement le successeur du nœud source de plus petit numéro qui se trouvera au sommet de la pile. Évidemment, les autres successeurs qui ont les plus grands numéros seront donc au fond de la pile. Dans la base de la pile, au sommet, on trouvera ça. Alors ensuite, tant que la pile n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? On revient, on dépile et on affiche. Et de toute façon, on répète ce processus et donc finalement, on va parcourir en profondeur, comment ça s'appelle, les successeurs, les fils aînés de chaque successeur. Et donc, on reviendra dans la pile. Si le nœud a déjà fait l'objet d'une visite, on ne l'affiche pas. Donc, on ne traitera que les nœuds qui n'ont pas fait l'objet de quoi? D'une visite. Et donc, voilà comment le parcours en profondeur est réalisé. Alors, évidemment, pour mieux comprendre ces notions de parcours en largeur et en profondeur, évidemment, la séance en cours, la séance théorique, nous permettra de mieux comprendre ce parcours. Lorsqu'on va expliquer théoriquement ces concepts, donc au tableau, en classe, où on montrera concrètement comment le parcours en largeur et le parcours en profondeur sont réalisés à partir d'un graphe concret. Et évidemment, vous avez le fichier application.cpp qui modélise en fait un graphe. Vous voyez, donc on crée un graphe G, on ajoute des arcs entre certains nœuds. Dans ce cas, notre graphe possède par exemple 6 nœuds. On crée le graphe en ajoutant des arcs. Alors, on choisit ici comme sommet source le nœud 1, sur lequel on applique le parcours en largeur et le parcours en profondeur. Et donc, vous verrez donc les résultats du graphe, les résultats du parcours en largeur, les résultats du parcours en profondeur à partir de ce graphe qui contient 6 nœuds et dont le sommet source choisi est le nœud 1, sur lequel on va appliquer donc le parcours en profondeur et le parcours en largeur. Alors, on va exécuter cette application juste pour comprendre comment elle fonctionne. Alors, on va élargir les propriétés, la police. On va faire par exemple du 16-12. 16-12 c'est trop. 8-12. Voilà. Alors, il nous demande donc le nombre de nœuds, le nombre de 5. Bon. Excusez-moi un instant. Donc, on va choisir une police. 10 fois 18. Voilà, 10 fois 18. Voilà. Okay. Alors, le nombre de sommets, je dis qu'il y a 6 nœuds dans le graphe. Et voilà les résultats du parcours en largeur en commençant par du nœud 1. Les résultats du parcours en profondeur en commençant par du nœud 1. Vous voyez que les résultats obtenus ne sont pas les mêmes. Dans le parcours
En jeu, on a la séquence 1, 2, 3, 4, 6, 5. Dans le parcours profond, on a 1, 2, 4, 5, 6, 3. Bon, pour mieux comprendre en fait ces différents résultats, donc il faudrait donc associer à cette vidéo la démonstration faite en classe sur la base du graphe concret qu'on a élaboré avec les explications concrètes. Je vous remercie de votre attention.